c'est un exercice feuille de route des systèmes thermodynamiques, initiative de l'ADEME et Uniclimat. Donc c'est un exercice qui a été déroulé sur plusieurs mois. Elle va nous en parler et donne des idées intéressantes pour demain. Et ça s'appelle, c'est une feuille de route, donc c'est intéressant. Valérie, je te laisse la parole. Voilà. Merci pour l'invitation. Et puis, effectivement, je n'ai pas pu être parmi vous, mais en tout cas, je tenais à vous présenter ces travaux qui nous ont occupés pendant quelques mois, oui, pendant 9 mois. Donc, une feuille de route 2030 des systèmes thermodynamiques pour le résidentiel et le tertiaire. Donc, ce sont des travaux que nous avons copilotés avec l'ADEME. Je vais revenir un petit peu plus loin sur les détails de qui a participé. Alors, la présentation va être en 6 parties. D'une part, la feuille de route. Qu'est-ce que c'est que cette feuille de route? Un état des lieux, donc c'était le premier travail de la feuille de route. Ensuite, la vision de 2030, c'est bien sûr le plus important. Les actions pour atteindre la vision, ça aussi c'est important de pouvoir le détailler. Je ferai un focus R&D et ensuite je parlerai des suites de ces travaux. Alors, la feuille de route 2030 des systèmes thermodynamiques, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un exercice prospectif à l'horizon 2030, comme son nom l'indique. C'est valable pour tous les systèmes thermodynamiques, dans les secteurs résidentiels et tertiaires, et en revanche, ça ne prend pas en compte tout le secteur du froid commercial. Cette feuille de route, elle prend en compte l'ensemble des enjeux de la filière dans son ensemble, donc les industriels, mais les autres acteurs de la filière également. Ça comprend donc un état des lieux détaillé, c'est un premier travail auquel on s'est attelé. Ensuite, une projection à 2030 avec une vision globale de la place des différents systèmes thermodynamiques et puis une vision marché des objectifs de vente par type de produit. Et puis, c'est bien de se donner une vision, mais ensuite, il faut pouvoir se donner les moyens pour atteindre cette vision. Donc, on a également travaillé sur quelles étaient les actions à mettre en œuvre pour permettre d'atteindre ces objectifs. Et donc, je vous passerai tout cela en revue, des actions de différents ordres, avec notamment des propositions pour la recherche et développement. Alors, pourquoi une feuille de route 2030 ? Alors, je ne vais pas vous rappeler le contexte, bien sûr, je pense que vous en avez déjà parlé depuis le début de cette journée, un contexte de changement climatique auquel vient s'ajouter un contexte de crise sanitaire. Ce que j'ajouterais par rapport à ce contexte, c'est que les systèmes thermodynamiques, on voit bien que c'est un élément important des politiques publiques d'efficacité énergétique et de bas carbone. Et c'était un manque, en fait, il faut le souligner, c'était un manque que nous avions au sein des pouvoirs publics, au sein de l'ADEME. Il n'y avait pas de feuille de route sur cette filière qui est par ailleurs pas forcément très bien identifiée par ces pouvoirs publics. On identifie bien des filières renouvelables comme le solaire, des filières nouvelles comme l'hydrogène, les batteries pour les véhicules électriques, etc. Mais les systèmes thermodynamiques, dans l'esprit des pouvoirs publics ou des décideurs, eh bien, c'est pas forcément une filière. Et donc, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle nous, Uniclimat, on tenait beaucoup et on est ravis d'avoir été écoutés par l'ADEME pour pouvoir mener ces travaux. Alors, cette feuille de route, elle a été élaborée par qui? Donc, pilotée et lancée par l'ADEME, avec le financement de l'ADEME, et copilotée par Uniclimat, avec l'intervention de nombreux experts, donc 65 experts issus de la filière. Et vous voyez à l'écran qu'il y a tout type d'experts, donc issus des fabricants, issus des associations représentatives. Il y avait la FCE qui était présente notamment, des centres scientifiques et techniques, des fournisseurs d'énergie et des pouvoirs publics qui ont aussi participé aux différentes réunions.
Alors comment est-ce qu'on a travaillé? On a démarré en septembre de l'année dernière, donc c'était en pleine crise sanitaire. Donc on a dû mener ces travaux à distance. Alors heureusement, il y a des outils à distance également. On a pu travailler en intelligence collective, comme on dit. Et puis on a fait beaucoup de réunions, des réunions plénières, une réunion finale en juin, des réunions thématiques entre-temps, tout cela animé par des experts consultants et spécialistes de ce genre de travaux. Le contexte général, bien sûr, c'est un rappel, un contexte mondial de changement climatique, de crise Covid, une dynamique quand même en faveur des systèmes thermodynamiques. Au niveau européen et français, on a un contexte réglementaire qui est important, qui peut être un frein ou un levier. Je pense à la F-gaz, je pense à des directives ENR qui sont plutôt des leviers. Une réglementation bien sûr française qui est forte aussi notamment au niveau du bâtiment, et puis des subventions notamment pour les particuliers. Un contexte de filière française qui est particulier. On a une industrie française, mais pas que. On a des besoins en termes d'emploi et de formation. On a une spécificité sur la qualité de cette filière en France, et un potentiel d'innovation qui, je pense, a été identifié grâce à ces travaux. Alors l'état des lieux, tout d'abord, on a fait cet état des lieux en distinguant le type de bâtiment. D'abord le résidentiel, en maison individuelle, on constate, là ce sont des sources d'un rapport ADEME-RTE 2020. Les pompes à chaleur sont estimées à 1 million. Sur 16 millions, c'est faible, on peut le dire. En maison individuelle, la pompe à chaleur s'est développée en maison individuelle neuve. Son développement est en cours en maison individuelle existante, mais on voit que sur le parc, ça représente quand même une petite portion des maisons équipées. Quand on regarde le logement collectif, bien sûr, là, la part de marché des pompes à chaleur est plus faible. 1 million sur les logements collectifs, mais dans ce 1 million, on associe la pompe à chaleur et la biomasse. Et donc, en logement collectif, la différence par rapport à la maison individuelle, c'est qu'il n'y a pas encore eu de développement dans le logement collectif neuf, et puis, bien sûr, encore moins dans le logement collectif existant. Donc, c'est un réel enjeu. Sur les bâtiments tertiaires, donc là, on a une diversité des types de bâtiments. On a l'impression que c'est bien développé en tertiaire, mais en fait, ça dépend des types de bâtiments tertiaires. Et on constate que, en fait, on a à peu près 10% du parc qui est équipé avec des pompes à chaleur, ce qui est faible au final. Donc, même si on considère que les PAC se développent dans le neuf, dans le tertiaire neuf, il y a encore beaucoup de choses à faire dans l'existant. Alors, j'ai un peu de soucis à avancer. Alors, la vision, donc avant de démarrer ces travaux de prospective, nous avons travaillé tous ensemble pour, à partir de ce constat, qui est que les systèmes thermodynamiques sont minoritaires dans les solutions de chauffage ECS et de froid, la vision que l'on s'est donnée, et ça a fait l'objet de pas mal d'échanges pour 2030, c'est celle que vous voyez à l'écran. Donc la filière thermodynamique s'impose comme un leader sur le marché français des équipements chaud-froid ECS en résidentiel et en tertiaire. Son positionnement bas carbone et ses performances énergétiques sont à la fois un atout économique et une forte contribution aux objectifs des accords de Paris sur le climat. Alors ensuite, cette vision, l'enjeu, c'était de la décliner selon les types de bâtiments. Donc vous avez, je vais vous présenter quelques graphiques, les plus importants, mais il y en a de plus nombreux dans le rapport final. En maison individuelle, vous avez à gauche du graphique
le parc avec les principales. Là, vous avez les systèmes principaux, les systèmes PAC principaux. Ensuite, vous avez les ventes 2019, puisque c'était sur cette base-là que nous avons travaillé. Nous étions en septembre 2020 quand nous avons commencé. Ensuite, une vision 2030 avec un scénario bas, et puis à droite, une vision 2030 avec un scénario haut. Alors, ce que l'on peut dire dans cette vision 2030, c'est que vous avez donc en bleu ciel les PAC RR qui sont vus comme doublant par rapport aux ventes 2019. Les PAC RO qui sont en bleu plus foncé sont multipliés par un peu moins de 2 dans la vision 2030. Et puis, vous avez en haut des chiffres, enfin des petites barres plus fines qui représentent à la fois la PAC hybride et la PAC géothermique. La PAC géothermique, donc vous avez le parc là qui est en marron à gauche, elle est vue comme tout de même se développant entre x2 et x8 par rapport au marché 2019. Quant à la PAC hybride, elle est plutôt imaginée comme se développant de manière plus forte pour atteindre 8 000 ou 35 000 euros 35 000 pièces dans le scénario haut. Alors, je vais passer au logement collectif. Donc là, je vous ai présenté le graphique uniquement des systèmes thermodynamiques collectifs. Il y a aussi une analyse qui est faite sur les systèmes thermodynamiques individuels dans les logements collectifs. Aujourd'hui, les PAC sont peu développés, on l'a vu dans les logements collectifs. On a un parc de PAC géothermique, donc qui est en marron, et puis en bleu un parc de PAC RO qui est faible. Pour 2030, dans un scénario bas, nous avons en PAC géothermique, celles qui sont tout en haut, à peu près le même nombre de PAC que ce qui est vendu aujourd'hui. Et puis dans un scénario haut, nous avons 8 fois plus de PAC géothermiques qui sont vendus pour les logements collectifs. Les PAC RO, elles, sont vues comme se développant beaucoup plus fortement. Donc là, on est sur des PAC RO qui font le chauffage et éventuellement l'eau chaude sanitaire également. On estime qu'on a une centaine de PAC RO qui sont installés dans les logements collectifs, et on voit pour 2030 entre 7 000 et 10 000 PAC RO, donc collectives, pour ces logements, bien sûr dans le neuf de manière très, très prépondérante. Donc c'est un véritable décollage que l'on voit pour ces PAC RO dans le bâtiment collectif neuf. On voit également des DRV se développer dans ce bâtiment collectif neuf. Aujourd'hui, on estime qu'il y en a un peu moins de 3 000, et on envisage une multiplication par 3 de ces DRV dans les bâtiments collectifs. Le tertiaire maintenant, alors le tertiaire, ça représente vraiment un nombre de typologies de bâtiments très variés. Néanmoins, les principaux systèmes PAC qui sont présents sont les PAC RR, que ce soit des splits ou des multisplits. Au niveau de la vision 2030, on voit ces PAC RR doubler, donc passer à 300 000 pièces. On a ensuite les DRV que l'on imagine également doubler dans les bâtiments tertiaires. Et puis, pour des systèmes plus minoritaires, on voit le décollage alors on voit des hybrides qui sont en rouge se développer, multipliés par 7. Là, j'ai pas le détail des chiffres, mais ça se développe quand même de manière importante. Et on voit le décollage de PAC OR sur boucle d'eau ou eau grise, ainsi que le développement de PAC à absorption. Des PAC géothermiques, donc on voit pas trop le détail, mais je vous le dis, des PAC géothermiques qui sont, comme dans le logement collectif, vus comme se développant entre x1 à x8 par rapport au marché actuel. Alors là, après cette vision 2030 que l'on a beaucoup discuté entre nous, il s'agissait d'analyser les actions à mettre en œuvre, donc analyser les leviers, les freins
pour pouvoir atteindre cette vision. Et donc, on a travaillé là pour que chacun puisse s'exprimer, et ensuite en priorisant, en hiérarchisant de manière collective les différentes thématiques qui nous paraissaient importantes à travailler pour atteindre la vision. Donc 8 thématiques sont ressorties. D'abord, mieux définir les PAC au regard des ENR et leur place dans une approche globale. C'est un problème que l'on a de manière récurrente, c'est-à-dire que les PAC sont souvent pas considérées comme des énergies renouvelables, et on a toujours besoin de batailler pour faire entendre cela. Ensuite, mieux valoriser les PAC dans les réglementations thermiques. Les PAC sont parfois prises en compte dans la réglementation thermique, je pense à la RT 2012, mais souvent pas forcément bien prises en compte, ou pas avec les données qui sont par exemple issues de l'éco-conception. Et quand on parle d'innovation, là il s'agit tout le temps de faire ce qu'on appelle des titres 5, dans des procédures pour faire prendre en compte ces innovations sur les systèmes thermodynamiques. Ensuite, une thématique importante pour atteindre la vision, c'était d'identifier les pistes d'évolution technologique les plus prometteuses. Une thématique spécifique est ressortie, c'est celle de déployer les PAC en logement collectif. Et puis, on n'avait pas uniquement des thématiques ou réglementaires ou technologiques. Il y avait la nécessité de structurer mieux la filière sur les nouveaux produits, donc améliorer les règles de conception, de dimensionnement, de mise en œuvre, proposer des actions pour la formation de la filière, c'est un point important, développer des PACs intelligentes, et un point qui vous intéressera, je pense fortement, concevoir une offre avec des fluides frigorigènes à faible PRG. Donc ces thématiques, ensuite, elles ont donné lieu à une liste précise et assez abondante de 47 actions, donc je ne vais pas vous les détailler toutes, mais sur ces 47 actions, les 8 actions principales qui ont été jugées essentielles par les experts présents, eh bien, c'était le fait de réaliser des campagnes de mesure in situ pour mieux évaluer la part ENR des systèmes thermodynamiques, le fait de prendre en compte les performances saisonnières des équipements thermodynamiques dans la RE 2020 et la RT existante, de mettre en place un groupe de travail pour la prise en compte des systèmes thermodynamiques dans le logement collectif, de développer une nouvelle solution en logement collectif, ces solutions pouvant être des adaptations de solutions qui existent déjà dans le tertiaire, des PAC sans unité extérieure, des PAC par quartier, avec notamment la problématique de trouver des solutions d'intégration architecturale pour ces solutions PAC en logement collectif. Les autres actions principales, faire un état de l'art de la recherche et développement sur les systèmes thermodynamiques, développer des PAC intelligentes, donc des PAC qui communiquent, qui sont couplés au photovoltaïque, au réseau, qui prennent en compte le risque fluide. Également, pour ce qui concerne la thématique fluide, concevoir des produits monoblocs ou à circuit hermétiquement scellés, et puis de manière générale et transverse, diffuser l'information concernant les règlements applicables et leurs impacts, donc diffuser mieux vers la filière. Le GT donc, a par ailleurs tenu à souligner la nécessité de renforcer les moyens de l'AFPAC pour mieux accompagner la filière dans toutes les actions de structuration. Alors, si je fais un focus R&D, donc on a 27 actions de R&D qui ont été identifiées et priorisées, et les 7 actions prioritaires qui ont été relevées sont les suivantes. Donc, les fluides à bas PRG, c'est la première qui ressort en R&D. Les PACs intelligentes, les PAC en logement collectif, l'intégration de nouvelles énergies dans le système thermodynamique, donc d'autres énergies renouvelables et puis des énergies de récupération. Et puis également, comme action prioritaire de R&D, des solutions PAC qui viennent remplacer le chauffage électrique et les chaudières donc par des PAC. L'optimisation des technologies, donc amélioration des performances, de l'acoustique, réduction des coûts, prise en compte de l'économie circulaire, c'est un enjeu important pour notre filière. Le stockage d'énergie également.
et un besoin d'accompagnement et de financement pour la R&D a clairement été identifié. Alors, les suites de ces travaux, alors déjà ce que je peux vous préciser, c'est que la feuille de route n'est pas encore publiée, donc le rapport final devrait être publié dans les prochains jours. Il fait une petite centaine de pages, donc je pense que vous pourrez trouver tout ce qui vous intéresse, notamment concernant les fluides, la thématique des fluides. Mais on aura de toute façon des actions à mener par la suite. D'une part, il y a des engagements des acteurs qui étaient présents, qui ont déjà été pris sur un certain nombre d'actions à mener. En R&D, c'est un point, je pense, qui est important à vous signaler ici. Un appel à projet va sortir, lancé par l'ADEME dans le cadre des investissements d'avenir, et il y aura un volet donc pour les innovations, pour des nouveaux produits pompe à chaleur, y compris pour bien sûr des nouveaux fluides. Et il y aura peut-être dans un deuxième temps un volet également pour l'installation en France, le développement en France de nouvelles lignes de production pompe à chaleur, en France. Et puis, cette feuille de route, il nous reviendra à nous filières de la mettre à jour régulièrement. Puisque une feuille de route, c'est une vision. Cette vision, bien sûr, elle évolue en fonction des événements. Il y a des choses qui peuvent s'accélérer, on l'a vu, et on le verra encore, je pense. Donc, il faudra que nous mettions cette feuille de route à jour très régulièrement afin qu'elle colle le mieux possible à l'actualité et à la vision des acteurs de la filière. Voilà, j'en ai fini avec mes présentations, mais je suis à disposition pour des questions. Merci beaucoup Valérie. Je voudrais préciser, j'ai participé à différents ateliers. Là, tout s'est passé en distanciel, donc c'était aussi quelque chose de pas banal d'avoir réussi à construire cette feuille de route là que par des réunions en distanciel, et quelque chose en est sorti. Donc on a hâte de faire la suite, mais en présentiel.